Merci pour cette introduction. Je ne me reconnais pas trop dans ça, mais effectivement, c'est un plaisir pour moi d'annoncer que Biopharm s'est lancé dans la fabrication de médicaments d'oncologie et nous avons déjà 3 produits en cours d'enregistrement. Cette présentation a été faite en équipe avec Dr Siva et Dr Ayadi Salim. Donc voilà, nous allons parler de la fabrication des médicaments en milieu confiné. Et on va commencer par une définition. Qu'est-ce que le confinement? Au fait, le confinement, c'est une barrière physique et dynamique entre le produit, comme on le voit sur ce schéma, entre le milieu où est fabriqué, où est manipulé le produit, l'environnement de l'opérateur et l'opérateur lui-même. Et cette séparation est faite pour éviter toute contamination croisée, que ce soit le risque d'être contaminé par le produit, donc le produit opérateur, ou d'être aussi le risque de contamination du produit par les opérateurs et aussi par l'environnement où évolue cet opérateur. Cette technologie est appelée technologie barrière. Aujourd'hui, nous allons parler plus spécifiquement des isolateurs. Pourquoi confine-t-on? Au départ, on confinait surtout pour protéger le produit, et spécialement les produits stériles. Donc, c'était créer un milieu clos où il n'y avait pas de risque qu'il y ait de contamination de l'environnement et du personnel vers le produit. Mais maintenant, avec l'évolution des normes hygiène et sécurité, et aussi l'importance de prendre en considération la santé de l'opérateur et sa sécurité, les isolateurs, pour la plupart, sont conçus pour éviter la contamination du produit vers l'opérateur et aussi vers les ateliers de production. Alors, les avantages de travailler sous isolateur, déjà, ça nous permet de maîtriser le process, c'est-à-dire le fait de travailler dans un milieu qui est clos et restreint. Ça nous permet d'optimiser le process, le temps de fabrication, puisque pratiquement tous les équipements nécessaires au process sont sous isolateur. Aussi, d'optimiser tout ce qui est risque de contamination croisée. C'est un milieu clos, petit, donc le risque de contamination est vraiment pratiquement nul entre l'environnement et le produit. De maintenir aussi les ateliers propres, parce que maintenir un atelier propre, c'est beaucoup plus difficile, plus coûteux, ça prend plus de temps que de maîtriser la propreté au niveau d'un isolateur. Donc, du coup, ça optimise le risque de contamination. Et aussi, une chose très importante, c'est la baisse des coûts de l'habillement des opérateurs, parce que si l'opérateur devait manipuler directement le produit, il serait en scaphandre. Mais le plus important n'est pas cela, c'est de décontaminer, c'est d'éviter de décontaminer et le personnel et l'habillement. Et ça, c'est une gestion très, très drastique. Et ensuite, bien sûr, il y a la maîtrise des flux, matières et déchets. Alors, quels sont les produits qui sont concernés par le confinement? Il y a déjà les produits avec une activité très, très élevée et un dosage faible. C'est les produits qui ont, dont le dosage est égal ou inférieur à 150 microns par kilo de poids corporel. Il y a aussi les produits qui ne sont pas spécialement toxiques pour le personnel, mais c'est le fait d'être exposé pendant 8 heures avec ces produits-là qui fait qu'ils deviennent dangereux. Et donc là, on mesure la concentration du produit dans l'air en contact avec l'opérateur durant 8 heures, c'est-à-dire durant pratiquement une journée de travail. Et donc, il a été décidé que ces produits aussi doivent être fabriqués sous isolateur.
Et bien sûr, il y a des molécules sélectives telles que les hormones ou des inhibiteurs d'enzymes, et cela, ou certaines molécules aussi qui peuvent avoir un impact négatif sur l'opérateur. Ceux-là aussi doivent être fabriqués sous isolateur. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la concentration acceptable de substances présentes dans l'air respiré par les employés est un critère important pour déterminer que ces produits-là doivent être fabriqués sous isolateur, mais pas que. Ça permet aussi d'identifier quelle catégorie d'isolateur doit être utilisée pour tel ou tel produit. Donc là, ce que vous voyez, il y a deux notions qui sont importantes. La première notion qu'on voit à gauche, c'est un mécanisme qui a été mis en place pour classifier les différents médicaments selon leur toxicité. Et là, c'est fixe, c'est-à-dire que nous avons des produits qu'on appelle OIB1 jusqu'à OIB6. OIB1, c'est des produits les moins toxiques. 6, je pense qu'en Algérie, on n'en a pas. OIB5, c'est pour essentiellement des produits d'oncologie, et les produits que nous fabriquons chez Biopharm nécessitent des isolateurs OIB5. Et à côté, c'est le OIL, c'est la concentration des molécules respirées dans l'air par les opérateurs pendant 8 heures. En combinant ces deux critères, nous pouvons déterminer quels isolateurs doivent être mis en place. Et tout dépend, bien sûr. Au départ, par exemple, les isolateurs flexibles, on peut utiliser jusqu'à OIB3. Mais maintenant, pour l'essentiel, tous les isolateurs sont rigides. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'essentiel des produits qui doivent être fabriqués sous isolateur, c'est les produits d'oncologie et bien sûr les hormones. Alors, comme vous le voyez, ça, c'est une représentation d'un isolateur qui sont fabriqués essentiellement en acier inoxydable avec des vitres. Et aussi, ce que vous voyez là, c'est des gants qui permettent au fait à l'opérateur de pouvoir travailler et manipuler le produit sans être en contact direct avec ce produit-là. Donc, comme je l'ai dit au départ, ça, c'est ce qu'on appelle la barrière physique. Donc, il y a une séparation physique, mais pas que. À l'intérieur de l'isolateur, vous avez aussi un traitement d'air qui est spécifique à cet équipement. Et l'avantage, c'est qu'on va traiter que le milieu qui est en contact avec le produit. On peut aller jusqu'à la classe A, alors que l'atelier, on peut travailler en classe D sans aucun risque. Et bien sûr, il faut bien penser aussi à décontaminer cet isolateur. C'est vrai que le fait de travailler dans un milieu clos et restreint nous permet de maîtriser mieux tout ce qui est nettoyage, mais nous sommes obligés de le faire. Bon, pour l'essentiel, pour tout ce qui est, pour enlever les produits, on utilise essentiellement de l'eau qu'on doit récolter dans des catch pots et bien sûr qui seront acheminés vers une station de décontamination. Par rapport au volet microbiologique, nous utilisons du peroxyde d'hydrogène qui a l'avantage de s'agglutiner sur les parois et sur tous les équipements sans pour autant qu'il y ait un effet corrosif. Donc, c'est pour cela que cette méthode est utilisée et tous les isolateurs sont munis de cette technologie. Là, si on voit les gants, c'est que c'est très, très important. Il faut qu'ils soient bien designés pour que l'opérateur puisse travailler pendant 8 heures sans qu'il y ait de gêne. D'ailleurs, on va le voir lors du design de l'isolateur, le dimensionnement des gants est très, très important. Il y a un autre aspect aussi qui est très important, c'est l'étanchéité. Il n'est pas question qu'on mette un isolateur aux normes qu'il faut et ensuite qu'on ait des petites pertes au niveau des gants. Et donc, ces gants-là doivent être soumis à des tests d'étanchéité.
Et donc, les opérateurs qui travaillent dans l'oncologie doivent avoir cet équipement. Et là, au fait, ça permet d'introduire au niveau de l'isolateur les matières premières. C'est une sorte de bouteille qui est fermée, étanche, et qu'on va clipser au niveau de l'isolateur. Et de l'autre côté, on va pouvoir l'ouvrir pour pouvoir introduire la matière première ou certains ustensiles, instruments plutôt, à l'intérieur de l'isolateur. On appelle ça double porte pour transfert étanche. Alors, comme tout équipement de production pharma, l'isolateur doit passer par différentes étapes. Bien sûr, établissement du cahier des charges, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas tous les isolateurs qui se ressemblent. Tout dépend de ce qu'on doit fabriquer à l'intérieur de l'isolateur. Il y aura un isolateur qui va être désigné par rapport à ça. Le choix, bien sûr, du partenaire, et il y a une étape supplémentaire par rapport aux autres équipements, ce qu'on appelle le walk-up test, c'est-à-dire quand on voit nos opérateurs, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, chez le fabricant, et qui va préparer une maquette en bois avec des gants et voir si tout le process peut être maîtrisé dans ces conditions-là. Et on a dû, par exemple, changer de positionnement des gants parce qu'on n'arrivait pas à atteindre tel ou tel équipement. Ce n'est qu'une fois ce test fait avec succès qu'on donne l'autorisation au fabricant de commencer sa fabrication de l'isolateur. Les principales normes que vous voyez là-dessus, c'est la première, ça concerne le design. Par contre, l'ISO 106-48-2, c'est pour les tests d'étanchéité qui sont très, très importants. Au fait, bien sûr, on vérifie que les gants sont étanches, mais aussi que l'isolateur lui-même est étanche. Il n'est pas question qu'il y ait de risque sur le personnel qui travaille dans les ateliers. Alors, encore une fois, la qualification, ce n'est pas nouveau. Tous les équipements de production doivent subir une qualification. Mais et pour l'essentiel, les qualifications, comme vous voyez, ça concerne le traitement de l'air, puisque l'isolateur a son propre traitement d'air, mais aussi ça concerne les tests d'étanchéité. Et il y a, cet isolateur doit être soumis à des tests de pression pour vérifier que rien ne se perd. Et vous avez aussi le recovery test, c'est très important, puisqu'on doit faire subir à cet isolateur un arrêt d'électricité et pouvoir compter le temps qu'il maintient la qualité de l'air requise à l'intérieur. Et ça doit tenir au moins 2-3 minutes parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un arrêt électrique. Et ce serait vraiment dommage que suite à cela, on perde le produit qui est à l'intérieur de l'isolateur. Et bien sûr, il y a tout ce qui est température, humidité. Deux choses aussi importantes, c'est on teste le niveau d'éclairage pour voir si on peut vraiment fabriquer dans de bonnes conditions au niveau de l'isolateur. Alors, si on travaille dans un milieu stérile au niveau de l'isolateur, l'isolateur doit être mis sur pression. Mais par contre, quand c'est des produits qui sont vraiment très toxiques et tout ça, l'isolateur est en sous-pression pour qu'il n'y ait aucun risque que le produit sorte de l'intérieur de l'isolateur vers l'opérateur. Alors, bien sûr, nous avons vraiment le plaisir d'annoncer que nous avons notre propre unité de fabrication de produits d'oncologie depuis septembre 2021. Bien sûr, nous sommes passés par toutes ces étapes. C'est une unité qui est dédiée aux formes sèches et elle est en full process. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons déjà 3 produits sous enregistrement. Et merci de m'avoir écouté. Et voilà.